Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h, l'heure de la grande édition du soir. Tout de suite les titres. Présentation des études de faisabilité du projet de la centrale hydroélectrique de Kéno, située dans la région forestière. L'aspect environnemental et social du projet répondra aux attentes des parties prenantes, conclut le cabinet ayant mené les études de terrain. Les étudiants en médecine de l'université Gamal Abdel Nasser en colère. Ils dénoncent le report du calendrier pour la levée des sessions. Vous entendrez leur coup de gueule dans ce journal. La Corée du Nord persiste et la communauté internationale réagit au tir de missiles de Pyongyang. En tout cas, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne ce qu'il qualifie de provocation du régime nord-coréen. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Des études de faisabilité du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Kéno dans la préfecture de Guékédou ont été présentées ce mercredi à Conakry. L'étude a été réalisée par Fischner et un cabinet allemand. L'impact environnemental et social est minime selon les études. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. L'impact environnemental et social du projet est négligeable selon les résultats de l'étude provisoire présentée par le cabinet Fischner au gouvernement et à ses partenaires, ce qui est une bonne chose. Il a été noté que, à travers les études, que ce projet vraiment est un projet robuste, un projet positif qui n'a pas d'impact négatif dans les domaines que j'ai cités. Donc ça va faire en sorte que nous aurons une ressource halieutique dans le bassin de retenue d'eau. Et ça va permettre aussi l'humidification des zones environnantes, donc la forêt va réagir. Les travaux de réalisation devraient durer 4 ans. Le mini-barrage aura une capacité de 7,2 MW au lieu de 3,6 prévu initialement. Cela devrait permettre de résoudre le problème d'électricité à Guékédou, estime le ministre du Commerce. Et ce qui est remarquable à souligner, auparavant on parlait de 3 MW, 2 à 3. Et le travail qui a été fait a ressorti une capacité réelle de développement de 7,2 MW. Et c'est une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'au-delà de Guékédou, cette énergie pourrait être bénéfique pour Kisidougou, pour Massanta, pour une partie de la Sierra Leone, une partie du Libéria. De nombreux ressortissants de Guékédou ont pris part à la présentation de cette étude. Réaliser ce projet est un ouf de soulagement pour eux. Quand nous rencontrons les menuisiers, les tailleurs, les producteurs d'huile de palme et autres, la question qu'on nous pose, à quand le barrage? Selon les résultats de l'étude provisoire, la construction de la centrale hydroélectrique de Kéno doit coûter près de 28 500 000 $. L'opposition républicaine pourrait reprendre les manifestations de rue pour protester contre ce qu'elle qualifie de manque de volonté d'organiser les élections locales d'ici la fin de l'année par le pouvoir. C'est une annonce du groupe des libéraux démocrates à l'issue d'une réunion tenue à huis clos à l'Assemblée nationale. On fait le point avec Macky Sall. La Commission électorale nationale indépendante a tenu une plénière le lundi dernier à l'issue de laquelle aucune communication n'a été faite sur le chronogramme des élections communales et communautaires. Elle entend toutefois soumettre une proposition de calendrier aux acteurs impliqués dans le processus électoral, notamment les partis politiques. À l'Assemblée nationale, les libéraux démocrates sont sceptiques. Tant que ce chronogramme n'est pas validé, tant que le budget conséquent n'est pas mis à la disposition de la CENI, il faut faire attention pour ne pas tomber encore une fois dans le piège de M. Alpha Condé. Parce que nous avons compris que la seule façon, le seul discours que M. Alpha Condé comprend, c'est la manifestation. La volonté d'organiser les élections n'existe pas. Une éventuelle reprise des manifestations de rue se dessine. L'opposition pourrait exiger du pouvoir la tenue des élections locales avant la fin de l'année 2017. Pour le groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, les protestations dans les rues n'étaient que suspendues à cause du pèlerinage. Nous allons continuer les manifestations parce que nous avons stoppé les manifestations à cause de
des pèlerins. Hein, je pense que les pèlerins vont arriver très bientôt. La fête de Tabaski est prévue pour certainement le vendredi. À partir de cet instant-là, si on n'a pas de signal fort, si le comité de suivi ne travaille pas, si la CENI ne rencontre pas les partis politiques pour nous rassurer effectivement de leur volonté d'organiser ces élections, évidemment, nous serons obligés de faire des manifestations. Pourtant, cette même opposition avait notifié la semaine dernière des avancées significatives que le comité de suivi des accords politiques du 12 octobre 2016 aurait enregistrées. Cette annonce du porte-parole de l'opposition Aboubacar Silla vient d'être mise en doute par ses pairs députés de l'opposition. Et puis restons dans les couloirs du Parlement pour parler des travaux relatifs à la loi de finances rectificative. Les libéraux démocrates estiment que les débats d'orientation sur le budget doivent avoir lieu en dehors d'une session. Nous sommes là pour la session extraordinaire pour le budget rectificatif. Le débat d'orientation budgétaire doit se faire en dehors de la session budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire, c'est comme un séminaire. Pour nous, ça veut dire que les députés qui sont intéressés, la société civile, ils peuvent se rencontrer dans une salle au niveau comment on appelle ça, du palais du peuple, parler de ce problème de débat d'orientation. Mais nous ne sommes pas là pour cette session pour parler exclusivement du débat d'orientation budgétaire. Ça va se faire en dehors de notre session. Et la session est prévue pour 15 jours et consacrée spécialement au budget rectificatif. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne remet officiellement ce mercredi un document qui renferme le contenu organisationnel et fonctionnel du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce rapport qui mise sur la réforme et de la modernisation résulte d'un diagnostic mené au sein du département durant 18 mois par des experts. Reportage Djibril Ba, Aliouba. Du cabinet du ministère de la Sécurité en passant par le secrétariat général jusqu'aux directions nationales, des anomalies ont été constatées du point de vue organisationnel et fonctionnel. Ces besoins en clair sont d'ordre matériel et humain qui se fait sentir dans quasiment les 35 services du département de la Sécurité et de la Protection civile. Ces experts ont travaillé main dans la main avec les chefs de service et les cadres du MSPC dans une relation de confiance à l'identification des problèmes et à la recherche de solutions. Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont participé à cet ambitieux exercice et dont les efforts ont permis la réalisation de ces audits qui nous réunissent aujourd'hui. Avant la remise du rapport d'audit du secteur de la sécurité, chaque service a procédé à une validation de ses préoccupations sous la supervision du ministre. Ce volet de réforme est pour lui une garantie de l'exercice des droits et devoirs ainsi que des libertés des citoyens consacrés par la Constitution. Il n'y a pas de personnel administratif. Toutes les structures de gestion sont tenues par des policiers qui ne maîtrisent pas toujours les principes de gestion et qui sont normalement destinés à être sur la voie publique. L'Union européenne, dès la mise à disposition de la synthèse d'audit, souhaite que l'ensemble des cadres du ministère s'approprient le support afin de surmonter les obstacles. Monsieur le ministre d'État, vous avez validé les rapports de chaque service audité et ces rapports ont été largement partagés au sein de votre département. Ces rapports, qui ont été synthétisés dans le document qui va être présenté aujourd'hui, proposent une redéfinition des missions et un nouvel organigramme pour une quinzaine de services d'appui et de direction nationale. La réforme du secteur de sécurité est une dynamique amorcée depuis mars 2011 par le chef de l'État. De nos jours, plus de 1200 agents de la protection civile ont bénéficié de ce programme de réforme et de modernisation. Le ministre de la Pêche a pris fonction depuis lundi. Frédéric Loy prend fonction au moment où les marchés guinéens font face à une pénurie de poissons. Il faut dire que beaucoup de défis restent à relever dans ce secteur. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla. Le secteur de la pêche est depuis longtemps considéré comme un moteur de croissance en Guinée. La pêche artisanale, elle, constitue la principale source de revenus pour plusieurs familles. Et les difficultés qu'éprouvent les acteurs de ce secteur sont énormes. C'est une période difficile. Cette pêche
elle est confrontée à des problèmes, mais surtout de faux problèmes, tels que problème de leadership au niveau de la pêche artisanale. Ce problème, tant qu'il n'est pas résolu sur le fond, pas sur la forme, ça n'ira jamais. Par ailleurs, les mareyeuses en général et celles du port de petits bateaux attendent beaucoup du nouveau ministre. Les solutions à ces multiples problèmes sont à la base, souligne Adama Bangoura. Si le nouveau ministre veut réussir sa mission, il doit se rendre à la base. Nous, les femmes marieuses de petits bateaux, nous souffrons énormément. Nous n'avons aucun lieu pour se retrouver. Regardez notre port. Nous avons une trentaine de pirogues. C'est le courage qui nous mène. Dans son discours, lors de sa passation de service, le ministre Frédéric Loy a affirmé que ses priorités seront de donner un aspect très dynamique et efficace à ce secteur. Ses propos pour le moment ne sont que de vains mots aux yeux de ces acteurs qui ne veulent plus rien que des actes. On en vient à cet élément annoncé dans les titres. L'ambiance était électrique ce matin à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Des étudiants de médecine en colère ont investi le rectorat de l'université pour exprimer leur inquiétude, parmi lesquelles le report du calendrier prévu pour la levée des sessions. Reportage Mamadou Salouba, Mohamed Aloussen Kamara. Ils sont des milliers, mais seulement une centaine a pris le courage pour se faire entendre. Et pour le faire, ces étudiants en médecine n'ont pas choisi un lieu au hasard. Devant le rectorat de Gamal, ils dénoncent un programme erroné. La date de la levée des sessions qui est donnée, et cette date ne convient pas du tout à des étudiants qui se retrouvent avec 5 sessions, 6 sessions, 8 sessions, 10 sessions. Ils ne peuvent pas se préparer en quelques jours. C'est la médecine, ce n'est pas quelque chose d'autre. Il faut qu'ils soient prêts. Et l'emploi du temps qui est donné, c'est 2 matières par jour. Ils ne pourront pas supporter. Il ne faut pas qu'il y ait des étudiants qui soient surmenés parce qu'ils veulent exceller. D'accord? Ce n'est pas facile la médecine. Depuis ce matin, ils multiplient les pressions pour que les jours prévus pour la levée des sessions soient repoussés. Ils dénoncent aussi les notes arbitraires qui, selon eux, ne reflètent pas leur travail, mais disent tout de même être prêts à accepter n'importe quelle note, à condition qu'ils aient accès à leur copie d'évaluation. Moi, je ne refuse pas d'avoir 1 dans une matière, je ne le refuse pas. Mais permettez-moi de voir ma feuille. Ces étudiants ont-ils fourni d'efforts pour éviter de tomber en session? Sur la faible participation, ils rassurent que beaucoup sont concernés et que ces gens sont à l'intérieur du pays pour la fête de Tabaski. Dans un autre registre, certains étudiants demandent le départ de leur doyen qui, selon eux, est source des problèmes. Mais ce qui exaspère de plus ces étudiants, c'est le manque d'implication des autorités de l'université pour les stages. Les 2 CHU sont faits pour Gamal. Normalement, c'est l'université mère de la Guinée. Centre hospitalo-universitaire a 3 vocations. Je reviens là-dessus encore. Les soins, la formation et les recherches. Ça, c'est pour les étudiants. Mais pourquoi nous, dans les CHU, ne sommes pas acceptés dans les services? Ils disent être prêts à lutter jusqu'au bout, lutter pour les promotions à venir. Lancement de la campagne de réparation des fuites d'eau sur les zones de Simbaya, Koloma et Kaloum. Le projet devra coûter plus de 500 milliards de francs guinéens. Il est piloté par la Société des eaux de Guinée et une société japonaise du nom de JICA. Alseni Bari, Ibrahim Assouma. C'est un projet à durée illimitée que vient de lancer le directeur général de la Société des eaux de Guinée. La réparation de ces fuites d'eau contribue à améliorer la desserte en eau potable, mais aussi rationaliser la facturation en vue d'obtenir un recouvrement permettant de financer d'éventuels projets. Il y a le réservoir de Simbaya qui est dans les hauteurs de Anko 5 là-bas. Il y a le réservoir de Koloma, derrière le marché de Koloma. Il y a le réservoir de Kaloum, à côté du dépotoir, là où il y a eu le drame, là, Dar es Salaam, là-bas, on l'appelle le réservoir de Kaloum, et même le réservoir de l'aviation, là où nous sommes aujourd'hui, dont dépendent certaines zones comme la ville. La plupart des conduites d'eau étaient dans un état lamentable. Branchements clandestins, réseaux défectueux,
perte illimitée de la quantité d'eau. Voilà la situation de ce réseau de distribution. Le coût du projet est estimé à plus d'1,5 milliard de francs guinéens. Le projet est donc une nécessité. Ces conduites-là doivent être revues, elles doivent être normalisées, elles doivent être remplacées. Parce que soit à certains endroits elles ont cédé, à d'autres endroits elles se sont ovalisées ou carrément aplaties dans certains endroits. Donc, d'où la nécessité de mobiliser toutes les équipes techniques de la SEG pour pouvoir faciliter cette opération de normalisation de notre réseau de distribution. Déjà, grâce à un financement de la Banque islamique de développement, un forage a été réalisé au niveau des blocs des professeurs. 3 autres à Kakimo. Ils devraient pouvoir desservir en eau les zones de Donka et Cameroun, ainsi que Kipé-Dadia. Leurs lancements sont prévus dans les prochains jours. Des humanitaires ont fait don de vêtements et de vivres aux victimes de Dar Salam pour marquer leur soutien à ceux-ci suite à l'éboulement de la décharge d'ordures survenue le 22 août dernier qui a fait 9 morts et plusieurs blessés. La remise de cette donation a eu lieu sur place ce mercredi en présence des responsables du quartier. Compte rendu, Alpha Omar Baldé, Alseni Kamara. Les habitants de Dar es Salam 2 ont été durement touchés suite à l'éboulement de la décharge d'immondices qui a fait plusieurs victimes dans le quartier. Une situation qui ne laisse pas indifférente l'action des bonnes volontés. Nous sommes 10 millions de Guinéens. Si chacun de nous se met à l'écoute du problème de son prochain, ce sont 10 millions de problèmes qui seront résolus. Cela faisant, nous serons tous unis au bout du compte. Il ne faut pas attendre d'avoir une fortune pour commencer à apporter son aide. Je demande à chacun de poser des actions de solidarité. Ce sont des vêtements et des chaussures, 4 sacs de riz, 1 sac de sucre, du lait, 2 bidons d'huile et du savon qui ont été donnés. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Ils savent que l'impact de l'humanitaire ne demeure pas que sur le montant. Avoir un problème et quand tes frères, tes parents, tes proches croisent les bras pour dire « Ah, ça c'est leur affaire », ça c'est pas bon. Mais tous ceux qui nous ont assistés, ils ont fait un acte de solidarité. Donc nous lançons encore l'appel à d'autres personnes de bonne volonté, franchement, de nous venir en aide. Certains ont perdu toute leur habitation. Le gouvernement et les personnes de bonne volonté sont invités à renforcer cette fibre de solidarité. Les victimes sont encore sur le qui-vive. Voilà, merci de nous suivre à travers la Guinée et notamment à Kankalabé. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes.